Bienvenue dans la gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui vous plonge au cœur de l'univers de la gestion locative. Je suis Aglaé, assistante en gestion locative et la fidèle mascotte de Gestine. Dans cette saison 2, préparez-vous à entendre des discours enrichissants et à recevoir des conseils pratiques. Nous allons vous partager des moments où la gestion devient tout simplement canon. Que vous soyez professionnel, spécialiste dans le secteur, aguerri ou curieux, rejoignez-moi pour découvrir les aspects essentiels de la gestion locative. Avant de commencer ce sujet sur la fiscalité bailleur, je tiens à vous préciser que cet épisode a été tourné le 28 novembre 2025 et publié le 1er décembre de la même année. Cette précision a toute son importance dans la mesure où toutes les informations données au cours de cet enregistrement sont justes et vérifiées. Toutefois, les décisions gouvernementales évoluent rapidement sur le sujet. Nous vous invitons donc à vérifier si l'ensemble des informations que nous vous donnons dans ce contenu sont toujours exactes à l'heure où vous écoutez notre podcast. Nous vous remercions d'ailleurs pour cette écoute et sans plus attendre, commençons. Bonjour à tous vous qui nous écoutez et bienvenue à ce nouvel épisode de la gestion c'est canon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christophe Duprat pour cet épisode sur la fiscalité bailleur. Bonjour Christophe. Bonjour Aglaé. Commençons par une petite présentation. Donc Christophe Duprat, tu es le cofondateur de Cloer, qui a été fondé donc en 2020, une solution française d'automatisation de la fiscalité immobilière permettant aux bailleurs d'optimiser leurs déclarations et de sécuriser leur patrimoine. C'est donc sans surprise que tu es l'invité, à mon sens, idéal pour notre sujet. Pour aller un petit peu plus loin sur toi, tu es diplômé de HEC Paris, tu as travaillé plusieurs années à la Société Générale, où tu t'es consacré à des sujets de stratégie et de transformation des métiers bancaires. Tu es également un globe-trotter, tu as vécu notamment aux États-Unis, en Australie et en Inde. Est-ce que j'ai tout bon et est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à cette présentation ? Alors c'est vrai, effectivement, tout ça est parfaitement juste, hein. J'ai aussi 3 enfants et aujourd'hui j'habite à Paris. Parfait, trop bien. Pour commencer, je te propose de faire une petite rétrospective de cette année 2025, puisque cet épisode est publié en fin d'année. Quels sont les changements en 2025 en matière de fiscalité que tout bailleur, à ton sens, doit connaître? Alors effectivement, l'année 2025 a été une vraie année de changement déjà réalisé. Donc là, je parle du début de l'année 2025. Entendu. On a eu la promulgation de la loi de finances mi-février 2025. Donc c'est au début de l'année, mais c'est très tardif par rapport aux années précédentes, où c'était plutôt en novembre de l'année précédente qu'on aurait dû attendre cette loi de finances. Donc en février 2025, on a tous appris quel serait le nouveau traitement de la fiscalité locative. Les enjeux, les changements se sont concentrés sur 2 endroits. Le premier, c'est la révision des plafonds du régime micro et des taux d'abattement du régime micro. Le deuxième, qui impacte tout le monde, c'est la réintégration des amortissements déduits au calcul de la plus-value en cas de revente d'un bien qui avait été loué meublé. Ok, très intéressant. Et rien de particulier dans la suite de l'année, c'était déjà un gros morceau? Ah bah, ça a fait un gros morceau déjà parce qu'en fait, ça a été quand même que des mauvaises nouvelles, hein. Tous ceux Ah qui font oui. des locations saisonnières ont vu leur plafond diminuer et ont vu leur obligation à passer au régime réel. Alors pour les comptables, c'était pas une mauvaise nouvelle, hein, on va être clair. Mais derrière, forcément, ça a complexifié leur vie de bailleur et souvent, ça a un petit peu augmenté leur impôt. Je rappelle qu'ils bénéficiaient parfois d'un abattement de 71. Il a été abaissé à 30, donc vraiment différent. Ensuite, sur la réintégration des amortissements déduits, auparavant, on bénéficiait ce qu'on appelle de la fiscalité du particulier. Donc, on vendait l'appartement. S'il y avait une plus-value, on était fiscalisé sur cette plus-value, c'est-à-dire le prix de vente moins le prix d'achat. Alors que maintenant, à cette plus-value, prix de vente moins prix d'achat, on ajoute la somme de tous les amortissements déduits depuis le début de l'activité locative, depuis 5, 10 ans. Donc, cet impact sur une année seulement a vraiment impacté tous les vendeurs, tous les bailleurs qui ont vendu leurs biens
qui était auparavant loué meublé. Je vois. J'ai entendu dire que les choses évoluent vite. Est-ce que 2026, du coup, nous réserve quelques surprises, incertitudes et quelles Alors, sont-elles? incertitude, oui, et dans incertitude, il y a le mot incertitude. Donc quelles sont-elles? J'aurais du mal à répondre à cette question. Mais effectivement, on est vraiment aujourd'hui au cœur de l'incertitude. Alors ne vous laissez pas flouer par tous les messages, posts, LinkedIn, Instagram qui vous disent: «Ça y est, c'est la fin du LMNP, c'est voté, c'est terminé». Tout ça est bidon, tout ça est faux. Rien n'a changé, rien n'a évolué jusqu'à la promulgation de la loi de finances. Cette promulgation, on l'attend, alors on l'attend. On l'attend quand? Première incertitude, normalement, ça devrait arriver en novembre, c'est pas arrivé. Ça devrait arriver en décembre, c'est pas arrivé. Et vu aujourd'hui la composition de l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à dégager une majorité, c'est parti au Sénat. Le Sénat travaille sa copie, mais cette copie sera jugée inacceptable par les députés. Donc derrière, on s'oriente vers ce qu'on appelle une loi spéciale. Une loi spéciale, c'est ce qui permet d'avoir une loi de finances intérimaire faite par le gouvernement, donc avec ses idées à lui, hein, et non pas celles des députés ou des sénateurs. Et donc cette loi spéciale va s'appliquer jusqu'à ce qu'une loi de finances 2026 soit enfin promulguée et acceptée par tous les partis. Donc il y a un petit chemin qui va se passer encore et cette loi spéciale, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera annoncée et on ne sait pas non plus ce qu'elle contiendra. Donc ça se trouve, tout ce qui s'est dit sur l'annulation de l'amortissement, le plafonnement de l'amortissement, le statut du bailleur privé, et on va y revenir bien sûr, tout ça aujourd'hui, c'est complètement suspendu. Donc rien n'est acté, tous les scénarios sont ouverts. On a maintenant à attendre cette promulgation pour voir à quelle sauce est-ce que les bailleurs seront mangés. Pour rajouter un point ici, Oui. c'est qu'en fait, quand on investit dans l'immobilier, on investit sur le temps long. Et donc, on entre avec certaines règles du jeu. L'effet de levier bancaire qui permet d'investir avec l'argent qu'on n'a pas, celui de la banque, la fiscalité locative, les amortissements, le calcul de la plus-value, et cetera. Tout ça, on rentre dans un jeu avec certaines règles du jeu. Mmh. On rentre dans un jeu pour 20 ans dans l'immobilier, pour 30 ans. C'est rare les gens qui font de l'achat-revente. Il y en a en tout cas très, très peu. Mais avoir déjà l'année dernière changé les règles du jeu en cours de partie et s'apprêter cette année encore à les changer à nouveau, toujours en cours de partie, tout ça, ça éclaire une incertitude, une instabilité de la fiscalité et ça, c'est ce qu'on déteste le plus. Quelle que soit l'issue de Mmh. cette loi de finances 2026, le mal est fait. La fiscalité est jugée versatile et ça, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Donc vraiment, la confiance est à moitié rompue auprès des bailleurs dans cette fiscalité. Donc c'est, je dirais, vraiment le mal est fait. Oui, sachant que le on va dire le terme fiscalité fait généralement, peur aux plus novices, d'entre nous. Alors en plus si le contexte, bah, crée encore plus d'incertitudes, c'est vrai que ça doit pas ça aide clairement pas les choses. Est-ce qu'il existe des dispositifs fiscaux, du coup récents oui, là tu nous en as parlé, ou en tout cas des gros changements, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient vouées à disparaître, d'autres avantages dans la continuité des abattements qui ont changé? Qu'est-ce que le bailleur en gros doit surveiller en 1er? Alors, le bailleur doit surveiller la direction que prend l'évolution de la fiscalité. OK. Et donc là-dessus, il y a quand même des pistes de lecture qui sont assez claires. L'État, ceux qui nous gouvernent, détestent la location courte durée. Airbnb est à l'origine de tous les maux autour du logement. Alors, on a environ 1 million de logements sur Airbnb. 90% sont des résidences principales qui sont mises en location quelques jours, quelques semaines par an. Moi, mon credo, c'est que ce n'est pas Airbnb qui effectivement, est à l'origine de cette crise du logement. Cette crise du logement, elle est réelle. Aujourd'hui, l'offre locative a été divisée par 2 et chaque annonce qui est proposée sur n'importe quelle plateforme, elle reçoit des dizaines, voire des centaines de candidatures. Donc, essayez de loger un étudiant, pour ceux qui ont à peu près mon âge, essayez d'aller loger un étudiant dans une grande ville, vous verrez que c'est extrêmement compliqué. Donc la crise du logement, elle est réelle. Moi, son origine, je la vois pas vraiment dans l'Airbnb. Je la vois plutôt dans le déséquilibre
des traitements propriétaires-locataires. Aujourd'hui, les propriétaires se sont plutôt mis en danger par le système législatif actuel où les peurs qu'on voit dans la presse, hein, sur le squat, etc., c'est mineur hein, comme cas, mais on en fait tellement des caisses que les gens ont super peur. C'est très difficile effectivement de mettre fin à un bail quand on a un locataire qui lui, ne remplit pas sa partie du contrat. Donc, tout ce déséquilibre fait qu'aujourd'hui, les gens se disent: «Ouh là là, vu le risque que je prendrais à mettre un locataire dans mon logement, j'aime mieux plutôt le laisser vacant». Et là, on a un vrai problème. C'est cette vacance, c'est ces logements vacants. On a 3 millions de logements vacants en France. Alors certes, il y en a beaucoup dans, cette fameuse diagonale du vide, où effectivement il y a peu d'offres, un peu de demandes. Mais surtout, il y en a aussi dans les grandes villes. À Paris, à Lyon, c'est énorme la proportion de logements vacants par des gens qui se sont détournés de la mise en location, donc ne gagnent pas l'argent, ne remplissent pas leur rôle social, parce que le bailleur a un rôle social. Je ne parle pas des bailleurs sociaux qui hébergent 15% des foyers. Je parle des bailleurs particuliers qui hébergent 20% des foyers. Donc, effectivement, la tendance, on voit que on veut vraiment taper, entre guillemets, sur la location courte durée. Malheureusement, la location meublée est un peu partie avec l'eau du bain. En se disant qu'on voulait resserrer la location courte durée, on a finalement mis dans la location meublée longue durée. D'où ces propositions d'amendement d'annuler la déductibilité des amortissements. Ça, ce serait un drame. C'est comme si vraiment on change à nouveau les règles du jeu de manière drastique. Donc voilà, c'est ce qu'on arrive à lire aujourd'hui. Maintenant, et on pourrait revenir après, quelles sont les forces politiques en présence? Qu'est-ce qu'elles ont voté? Est-ce qu'elles ont trouvé une espèce de compromis? Oui, on va se rendre compte qu'il y a certains compromis qui ont été trouvés autour de ce fameux statut du bailleur privé, parce que l'État a enfin reconnu le rôle social de ces entrepreneurs, hein, ceux qui empruntent pour mettre en location un bien, pour gérer cet actif immobilier, prendre des comptables pour les accompagner. C'est des entrepreneurs, ces gens-là. Et moi, je les en remercie de tenir ce rôle social. Donc ça a été enfin repéré par une partie de la classe politique en se disant: «Bah, à force de dégoûter ces gens-là, et ben, on n'aura plus de logement». Donc comment est-ce qu'on peut finalement, un, arrêter de les dégoûter, 2, recommencer à les inciter pour remplacer les fameux dispositifs Pinel qui existaient jusque-là? La différence, c'est qu'un Pinel, ça coûtait très cher. Un statut du bailleur privé, c'est censé coûter moins cher, voire rapporter de l'argent. Donc les caisses de l'État étant vides, comment est-ce qu'on va créer un dispositif incitatif, c'est ça le mot important, Oui. et pas trop cher? Donc c'est là la quadrature du cercle que nos gouvernants doivent traiter. C'est vrai, ça paraît fou, enfin, moi, je sais que dans mon cas personnel, ma sœur a galéré pas mal de temps à trouver un logement à Lyon. C'est fou d'imaginer autant de logements vacants, alors qu'à côté, il y a tellement de locataires qui cherchent à se loger. Pour un bailleur d'un logement non meublé, tu recommandes quel régime? Microfoncier vs le régime réel? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces régimes et quels sont, bah, les seuils et les critères à vérifier pour justement, qu'ils choisissent au mieux, le meilleur, régime pour eux? Alors merci Aglaé, et ça me donne l'opportunité de recaler le bon vocabulaire. OK. Location nue, vous percevez des revenus fonciers. Location meublée, vous percevez des revenus BIC, BIC. On Mmh. va parler après, si vous voulez, si tu veux, des SCI, des SRL de famille, mais globalement, les 2 grandes familles sont là. Foncier, BIC. Dans les 2 cas, on a accès au régime micro et au régime réel. Le régime micro fonctionne par abattement. Au lieu d'aller calculer des charges déductibles, on enlève de manière forfaitaire, on appelle ça aussi un régime au forfait, on enlève de manière forfaitaire un abattement de 30 au micro-foncier et qui sera de 50 au micro-BIC pour la location meublée. Donc, quand on enlève un abattement de 30 au micro-foncier, on paye de l'impôt sur les 70 restants. Et le montant de l'impôt, quel est-il? C'est la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire 11, 30, 41, 45. Pour la plupart des gens qui font du locatif, c'est 30. Vraiment, on peut avoir cette moyenne, hein, on est vraiment centré autour de 30. Donc, l'impôt, c'est 30 plus cotisation sociale, 17,2. Donc, pour quelqu'un qui est au micro-foncier, il va payer sur 70 de ses revenus 47,2 d'impôt. Voilà. Ça, c'est le régime. Donc, c'est bien
pour ceux qui ont vraiment très peu de charges et qui font de la location nue. Très peu de charges. Je rappelle les charges déductibles en location nue, ça va être les intérêts d'emprunt, ça va être une partie des frais de copropriété, ça va être les assurances, ça va être la taxe foncière hors taxe d'ordures ménagères et ça va être les petites dépenses de travaux, d'entretien. Voilà les charges Et si je dis déductibles. pas de bêtises, il y a également les honoraires de gestion d'un agent IMO? Et effectivement, les honoraires de gestion qui vous permettent de vous simplifier la vie sont des charges qui sont entièrement déductibles, à la fois en location nue, à la fois en location meublée. Donc pour répondre à la question, Aglaé, en location nue, c'est intéressant d'être au régime microfoncier quand on a très peu de charges, c'est-à-dire quand les charges représentent moins de 30 des revenus locatifs hors charges. Le plafond du microfoncier, c'est 15 000 €. Donc si on gagne plus de 15 000 € de loyer hors charge par an, on n'a plus accès au microfoncier et donc on doit être au foncier réel. Je rappelle qu'on s'engage sur une option pour une durée de 3 ans en location nue. C'est clair. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure des bailleurs en logement meublé. Dans quel cas est-ce que le micro-BIC, donc que tu as déjà un petit peu évoqué, est-il avantageux et quand est-ce qu'il faut préférer le régime réel? Est-ce que du coup, il y a également des plafonds, des déductions applicables actuellement? Oui, alors, si seulement je pouvais être entendu sur cette partie-là, ce serait mon rêve, hein. Le régime microbique est à peu près jamais intéressant par rapport au régime réel. OK. Pourtant, 80 des bailleurs en location meublée déclarent au régime microbique et pas au régime BIC réel. À cause de Pourquoi? quoi? Parce qu'en fait, ils sont mal éduqués, mal renseignés et les agents immobiliers eux-mêmes, les gestionnaires, sont pas à l'aise avec la fiscalité du meublé. Effectivement, c'est plus compliqué que le nu, il faut un cabinet comptable. Donc un cabinet comptable, tout le monde se dit: «Ouh là là, c'est hyper cher, c'est compliqué». Alors que non, hein, ça commence à autour de 250 €. Nous, par exemple, chez Flower, on est à 269 € pour un bien par an, TTC, donc vraiment c'est accessible et là, vous êtes sûr que les choses sont hyper bien faites, hein. Donc effectivement, c'est super rare que le régime micro-BIC soit plus intéressant que le régime BIC réel. J'explique en détail pourquoi c'est plus intéressant le BIC réel. Au régime micro-BIC, on fonctionne par abattement. Oui. L'abattement, il est de 50. Donc on paye de l'impôt sur 50 des revenus locatifs. Donc on gagne 1 € de revenus locatifs, on paye de l'impôt sur 50 centimes et on paye, comme j'ai dit tout à l'heure, 47,2 d'impôt en général pour la plupart des clients. Donc on paye de l'impôt dès le premier euro et on déduit rien du tout. Par contre, c'est simple, on n'a qu'une case à remplir dans la déclaration de revenus. Au régime réel, on déduit tout et quand je dis tout, c'est tout. Tout ce que vous dépensez pour votre logement mis en location meublée est déductible. Alors les gros morceaux, c'est quoi? C'est les frais de notaire. Déduire les frais de notaire, déjà, ça vous change la vie, hein, pour quelques années. Déduire les frais d'agence. Si une agence a intermédié la transaction, vous déduisez l'intégralité des frais d'agence. Bon, bien sûr, les charges déductibles en location nue sont aussi déductibles en location meublée. C'est pas une partie de la copro, c'est toute la copro. C'est pas une partie de la taxe foncière, c'est toute la taxe foncière. Mais donc, les frais de déplacement, si votre logement, il est loin de chez vous et que vous prenez votre voiture, votre train, voire votre avion, hein, pour certains, pour aller voir votre logement de temps en temps, c'est déductible. Donc, pour arriver à payer de l'impôt, à y avoir un résultat positif taxable en location meublée au réel, il faut quand même se lever tôt, hein. Et point important, il y a aussi une charge magique. Une charge magique déductible qu'on appelle Mmh. l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est une notion que les gens ont super peur, donc j'ai un peu peur d'en parler là parce que ça va effrayer tout le monde. L'amortissement, en fait, ça traduit l'usure du bien. Je vais faire un parallèle avec un ordinateur. Si vous avez un ordinateur à 500 €, en tant que particulier, vous allez, dans votre magasin, vous dépensez 500 €, vous avez votre ordinateur et l'année de l'achat, vous avez dépensé 500 €. Mais si vous êtes une entreprise et en meublé, vous êtes une entreprise parce qu'il vous avait fallu un numéro de SIRET. Oui. Donc en meublé, vous êtes une entreprise. Votre ordinateur, vous l'achetez 500 € dans le même magasin. Certes, vous avez dépensé 500 € l'année de l'achat, mais dans votre compta, vu qu'il va servir 5 ans, il vous a pas coûté 500 € la première année, il vous a coûté 100 € chaque année pendant 5 ans. On a amorti le prix de l'ordinateur sur sa durée d'utilisation. Et ben, on fait pareil
avec l'appartement ou la maison en location meublée. Même si on l'a acheté il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va l'amortir au moment de la mise en location à sa valeur de la mise en location. Donc, si vous l'avez payé des queues de cerises il y a 20 ans et qu'aujourd'hui il vaut hyper cher et que vous mettez en location maintenant, eh ben, le régime réel reste super intéressant. On a aussi beaucoup une confusion au niveau de l'amortissement où les gens se disent: «Ah bah, je peux pas amortir vu que j'ai pas de prêt». Ça n'a rien à voir. L'amortissement d'un actif, effectivement, il y a le même terme qu'on appelle tableau d'amortissement pour un prêt, mais en tout cas, l'amortissement est possible dans tous les cas de figure. Très bien, très clair. Les parallèles avec un ordinateur, ça fait, ça permet de nous représenter. On a peut-être pas parlé des plafonds. Au Mmh. régime microbique, il y a aussi des plafonds qui vont dépendre du mode de location et ça, c'est la loi de finances 2025 qui l'indique. Donc 15 000 € de revenus locatifs bruts pour la location courte durée, 77 000 € pour, la location, traditionnelle, longue durée, qui sont les plafonds où on a droit de faire du microbique. Mais je le redis, hein, le microbique est à peu près jamais intéressant. Donc, n'allez même pas chercher ces plafonds. On peut choisir le régime BIC réel sur option. C'est un engagement d'1 an seulement, donc il y a aucun risque à aller chercher du BIC réel. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même 2 prérequis. Un, bah, il faut un comptable pour s'occuper de ça parce que l'alias fiscal, c'est quand même une énorme mission, donc il faut un comptable et 2, quel que soit le régime en location meublée, il faut s'immatriculer et obtenir un numéro de SIRET. Voilà, donc Oui. tout ça, votre bon partenaire comptable pourra le faire sans problème. Oui, donc pour un numéro de SIRET, c'est une SCI? Tu avais parlé d'autre chose tout à l'heure aussi. En fait, un numéro de SIRET, c'est l'immatriculation d'une activité locative. Oui, Donc, c'est vrai. quand vous êtes en détention directe, ça veut dire que toi, Aglaé, tu as acheté ton appartement que tu Mmh. mets en location meublée, et ben, avant de le mettre en location meublée, il faut que tu l'immatricules pour obtenir le numéro de SIRET de ton activité locative, même si tu es OK. en direct, hein. Si tu l'achetais en SCI, la SCI a déjà un numéro de SIRET. Donc, dans tous les cas, il faut un numéro de SIRET, que ce soit en détention directe ou indirecte, dès lors qu'on fait du meublé. Très clair, ça marche. Quelles charges ou dépenses peuvent, réellement être, déduites? Donc on en a parlé un petit peu, tout ce qui est emprunt, amortissement, travaux, frais de gestion. Est-ce c'est globalement les principaux, surtout Oui, notamment en régime réel? c'est effectivement les principales. Alors, Ouais. quand même une petite précision sur Oui. l'emprunt, on peut déduire les frais liés à l'emprunt, mais pas le Oui. remboursement du capital. C'est la seule chose qui est pas déductible. Mais, les frais de déplacement, les frais de notaire, les frais d'agence, ça, c'est vraiment des gros morceaux qu'il faut surtout pas oublier de déduire. Pour faire ça, bien sûr, il faut pouvoir immatriculer son activité à la date d'achat. Donc là aussi, on lit beaucoup d'erreurs. Les gens s'immatriculent à la date de mise en location. C'est la date d'achat qu'il Mmh. faut s'immatriculer. C'est ça qui permet d'aller, déduire les frais d'acquisition. Petit Et il y a pas détail, moyen, s'il loupe le coche pour s'immatriculer le jour de l'achat, il y a des recours possibles? oui, sans problème. Alors si on c'est normalement, il faut s'immatriculer dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité. Donc OK. l'activité étant la date d'achat, il faut s'immatriculer dans les 15 jours. Mais c'est vrai que nous, on est très habitués à cet exercice chez Clower et on immatricule des gens 1 an, 2 ans, 3 ans en retard. Donc on refait des comptabilités de 2022, 2023, 2024. Ça Mmh. permet effectivement aux gens d'aller créer ce fort déficit parce que tu l'as compris, Aglaé, quand on déduit de revenus locatifs des frais de notaire et des frais d'agence, on rentre en terrain négatif, en déficit et Oui. être en déficit, c'est la bonne nouvelle, hein. Parce que d'une part, tu payes pas d'impôts. D'autre part, ce déficit, tu vas le reporter d'une année sur l'autre. Donc en moyenne, les gens qui déclarent une activité locative meublée au régime réel, ils ne payent pas l'impôt pendant, 10 à 15 ans, sauf à avoir des rentabilités extrêmes. Mais, la plupart des gens vraiment évitent l'impôt sur les revenus locatifs pendant une dizaine d'années. Très bien. Je t'ai coupé, c'était cet élément que tu voulais rajouter? Ouais, c'était effectivement la charge déductible qui était importante. Le petit point que je voulais rajouter, c'est une petite, un petit détail de la loi de finances. Auparavant, on pouvait aussi souscrire, les bailleurs pouvaient souscrire à un centre de gestion agréé qui faisait diminuer leurs frais de comptabilité en location meublée. Cette réduction d'impôt a disparu. Donc maintenant, ça devient assez inutile de souscrire à un CGA, un centre de gestion agréé.
OK, très bien. Conseils, pratiques et cas concrets, je te propose dans ce 3e temps. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou plusieurs cas types et montrer l'impact fiscal selon les différents choix? Alors, je peux faire ça effectivement. Je vais le faire sur un cas général à peu près central, mais surtout, il ne faut pas hésiter à solliciter nos équipes chez Clower et on fait votre cas à vous. Vos Oui. loyers, votre surface, votre prix d'acquisition, et cetera, et c'est quand même beaucoup plus parlant quand c'est votre cas à vous. Alors Aglaé, tu veux louer un appartement, que tu as acheté combien? Disons 180 000. 180 000 €. Ça marche. Cet appartement de 180 000 €, il fait quelle surface? Il fait 39 carrés. 39 mètres carrés, ça marche. On est donc à 4 600 € du mètre carré. Et cet appartement de 180 000 €, tu vas le louer combien chaque mois, charges comprises? Disons, sans regarder, ce qui se pratique autour, bien entendu, mais 550 €, charges comprises. Je ne sais pas Alors, s'il faut les charges. je vais te proposer un peu plus, parce que là, on est à OK, 3,7 brut, c'est un petit peu léger. On ça va plutôt marche. les louer C'est on va ça? plutôt louer 700 €. 700. 700 € charges comprises. Comme ça fait OK. une rentabilité brute de 4,7. C'est un petit peu OK. plus dans ce qu'on voit. Alors, Comme c'est bien, on va dire que tu l'as acheté sans travaux, oui, OK? Par contre, tu l'as meublé oui. parce que tu vas privilégier la location meublée parce que c'est beaucoup plus intéressant fiscalement. Avant, bien sûr, alors la réponse fiscale. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est meublé, mais la Mmh. réponse du marché, il faut encore la vérifier. Si Oui. ton bien à 180 000 € de 39 mètres carrés, c'est une maison, au cœur de la Beauce, c'est peut-être pas évident de le meubler, hein. Donc il faut quand même que le marché s'y prête à chaque fois. Donc on va dire que tu as acheté pour 4 000 € de meubles, hein, des canapés, des lits, une cuisine, et cetera, et on C'est va ça. dire que tu as fait un emprunt sur cet appartement. OK? Mmh. Et c'est un appartement qui est bien sûr en copropriété, on va dire ça. Donc moi Oui. maintenant, je vais te donner 3 chiffres. Sur une année pleine, hein, je parle de janvier à décembre. Après, bien sûr, il y aura des changements qu'on va pouvoir faire. Alors, sur une année pleine, tu vas toucher, Aglaé, 8 400 € de loyer brut. Hein, c'est facile, j'ai fait 12 fois 700 €. J'arrive à 8 400 €. Ensuite, tu vas déduire tes charges déductibles. Alors, les charges déductibles, il faudra faire le calcul. Je ne vais pas te demander là maintenant ta taxe foncière, tes intérêts d'emprunt, tes frais de gestion, tes frais de copropriété, et cetera. Je vais considérer que tes charges déductibles, c'est 30 de tes revenus locatifs. Et tu verras que je ne serai pas très loin de la réalité avec cette estimation de 30. Donc, OK. 30 de 8 400, ça fait 2 500 € de charges déductibles. Et, et en plus de ça, j'ajoute à ces charges déductibles la fameuse charge d'amortissement. Alors, la charge d'amortissement, je l'ai calculée, elle est de 9 000 €, presque, hein, j'enlève quelques dizaines d'euros. Elle est de 9 000 €. Donc, comment ça se lit? On fait 8 400 moins 2 500 moins 9 000 € d'amortissement. On arrive à un résultat annuel de moins 3 100 €. Donc, ces 3 100 €, c'est un déficit. Donc, il y a zéro impôt sur, sur les revenus locatifs. Et ça, il y a zéro impôt pendant 5 ans. On va se faire ce résultat d'environ moins 3 000 €. Ça va nous Mmh. créer une réserve de déficit de 15 000 €. À partir de la 6e année, l'amortissement diminue. Donc, le résultat va être positif. Et à ce moment-là, on va piocher de notre réserve de déficit. Et cette réserve de déficit, on va piocher dedans et ça va effacer, dans le cas qu'on s'est donné, ça va effacer 16 années de revenus locatifs. Donc, au total, pendant 5 ans, on se crée un déficit. Pendant 11 ans, on utilise ce déficit pour ne pas payer d'impôts. Donc, au total, pendant 16 ans, on ne paye pas d'impôts sans aucun réinvestissement. Hein. On ne rénove pas, on ne change pas le mobilier et tout ça. Donc, c'est vraiment le minimum. Je suis très conservateur, hein, avec, Oui. avec cette simulation. Si on avait déclaré au régime microbique pendant Mmh. 16 ans, on aurait payé chaque année 2 000 € d'impôts. Ah oui. 1 982 € pour être précis. Donc 2 000 € fois 16 ans, ça veut dire que c'est le régime réel fait une économie de 32 000 € d'impôts. C'est énorme, hein. Oui, en Si on effet, c'est était au régime microfoncier, au lieu de 2 000 €, on serait à 2 800 € d'impôts parce qu'il y a moins de charges déductibles, tout simplement.
Donc, vous voyez, dans l'exemple que tu m'as donné, Aglaé, le régime BIC réel simplifié est de loin le meilleur régime possible. Attention, on parle à fin novembre 2025, donc dans le schéma fiscal de novembre 2025. On verra. Oui, Le schéma fiscal évoluera, bien sûr. c'est clair. Merci beaucoup pour ce cas concret. Ça nous permet vraiment de bien imager, ce qu'on a dit précédemment. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour le cas concret qui vous ressemble. On est ravis de faire vos simulations à chaque fois et de vous démontrer par le chiffre à quel point est-ce que le régime BIC réel est le plus intéressant. L'économie moyenne, elle est vraiment de 2 à 3 000 euros par an. Oui, non négligeable, clairement. Donc aujourd'hui, tu conseilles sans détour à un bailleur qui démarre à choisir donc le régime BIC réel. On a dit qu'en termes d'anticipation, faut des fois avoir un numéro de SIRET lorsqu'on achète le bien. Mmh. Est-ce que, à part choisir régime micro-BIC, est-ce que tu es confronté parfois à d'autres erreurs que peuvent faire les bailleurs et que tu aimerais que, ben, ils puissent penser à les éviter? Oui, il y a effectivement, l'erreur du schéma de détention. Tu m'as dit, Aglaé, que le régime BIC réel était le plus intéressant. Oui, je le confirme, c'est le plus intéressant en détention directe. Quand c'est toi, Aglaé, qui achètes l'appartement ou OK. la maison, bien sûr. Maintenant, il y a des schémas alternatifs de détention indirecte, via une société. C'est là qu'on va parler des SCI. Et là, j'ai sûrement un petit conseil à donner, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a vu comme changement en 2025 autour du régime réel, BIC réel, tout ce qu'on attend comme changement en 2026 autour de ce même régime BIC réel, et ben, en parallèle de ces changements, rien ne change en SCI. Donc, peut-être que je vais aussi recommander à ceux qui nous écoutent d'évaluer s'ils ont une acquisition à faire, d'évaluer une acquisition via une SCI, une société civile immobilière qui a elle-même 2 régimes fiscaux possibles, hein, on va en parler. Mais par contre, cette réflexion, elle est nécessaire à avoir en amont de l'acquisition. Donc il y a des gens des fois qui achètent un appart et qui me disent: «Ah du coup, est-ce que je dois déclarer en SCI?» Ah bah, c'est trop tard. L'appart, il est acheté, vous l'avez acheté en direct, s on va le déclarer en direct. Sinon, il faudrait que tu revendes ton appart à ta SCI et que tu repayes des frais de notaire. Donc là, quand même, c'est quand même pas très, très amusant. Donc le conseil, c'est effectivement de comparer les régimes fiscaux, de comparer leur stabilité et ça, c'est un point dur parce que normalement, on ne devrait pas avoir à se poser la question de la stabilité d'un régime fiscal. Mais malheureusement, on est dans ce contexte. Et la stabilité aujourd'hui, elle est en faveur de la SCI, en particulier de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Une SCI à l'IS, ça fonctionne un peu comme du LMNP. On va déduire toutes les charges, les frais de notaire, les frais d'acquisition. On va déduire l'amortissement. On va calculer de la même manière. Et tout ça, ça permettra aussi à la SCI à l'IS de ne pas payer d'impôt. On l'a vu pendant une quinzaine d'années. La vraie différence, c'est que quand on paye de l'impôt, la SCI à l'IS est moins taxée que le particulier qui est à une tranche de 30%. Le particulier, il paye 30% plus 17,2%, soit 47,2% d'impôt dans la plupart des cas. J'ai pris une tranche d'imposition de 30, ça peut parfois être 11, mais c'est super rare. Ça peut aussi être 41 ou 45%, ça c'est plus fréquent. CILIS, elle paiera 15% d'impôt uniquement sur son résultat positif, donc c'est vachement mieux. La différence, c'est que tous les amortissements déduits, comme au régime BIC réel, ils seront réintégrés au calcul de la plus-value. Donc l'impôt, il est évité toute la période locative, mais il est payé, il est assumé et payé au moment de la revente. Et ça fait quand même un petit coup de marteau sur la tête, hein. Donc une SCI à l'IS, c'est super, et c'est encore mieux quand on n'a pas à vendre. Donc quand on garde durablement, ou alors quand on transmet. Parce que quand on transmet, là, pour le coup, il n'y a pas de réintégration des amortissements. Tu voulais rentrer dans le détail des différentes SCI? 2 SCI possibles, OK. SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, qui fonctionne Mmh. comme le LMNP, comme le régime BIC réel, et SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. On appelle ça aussi une SCI transparente. Une SCI à l'IR, elle est le résultat de la SCI s'ajoute à la déclaration de revenus, un peu comme les revenus fonciers.
et donc on paye là aussi 47 d'impôts sur le résultat. On n'a pas la possibilité de déduire de l'amortissement, donc très vite, on paye de l'impôt en SCI à l'IR et cet impôt, c'est vraiment l'équivalent du régime foncier. Simplement, c'est une détention qui est, qui permet un régime effectivement plus stable fiscalement. OK. Donc tu causes l'une ou l'autre selon les contextes, j'imagine? En fait, c'est vraiment impossible de conseiller comme ça par défaut un régime ou un autre. Donc Oui. jusqu'à cette année, je disais: «On fait jamais d'erreur en achetant son premier bien en direct pour faire de la location meublée au régime réel». Maintenant, si ce régime réel évolue, ben, peut-être que ce qu'on disait il y a un an, c'est plus tout à fait valide aujourd'hui. Donc surtout, une SCI, ça a des coûts, hein. Autant un LMNP, c'est pas très cher, il y a des petits frais de comptabilité, il y a les frais d'immatriculation, mais c'est pas énorme. Une SCI, il faut déjà la créer, il faut les statuts, il faut un cabis, il faut un compte bancaire dédié. C'est la SCI qui emprunte, hein, donc il faut qu'elle ait elle-même une solidité financière. Donc c'est quand même un petit peu plus complexe en SCI. À chaque fois, pour vraiment conseiller un schéma de détention, il faut un conseiller patrimonial qui va comprendre la situation de l'investisseur, mais qui va aussi comprendre sa trajectoire. Est-ce que la SCI, elle doit être détenue par l'individu ou est-ce que la SCI, elle doit être détenue par une holding de l'individu? On arrive là à des régimes mère-fille, qui sont les meilleurs régimes quand on a des investissements qui sont assez rapides, assez enchaînés, je dirais. Quand on achète tous les 2 ans un appart, un régime mère-fille, c'est super. Mais une SCI ou un régime mère-fille pour quelqu'un qui va en acheter 2 en tout, ça sert à rien. Donc on a vraiment besoin de passer ce temps avec nos clients pour comprendre leur situation, leur trajectoire d'investisseur Oui. pour après leur conseiller ce bon régime. On a les bonnes personnes chez nous dont c'est le métier de faire ce qu'on appelle des appels d'experts. Alors, il y a un petit coût, mais c'est un petit coût qui derrière génère des dizaines de milliers d'euros d'économies, hein, en prenant la bonne décision. Oui, c'est il faut regarder. C'est un investissement pour du long terme de pas faire d'erreurs et de pas ensuite payer les pots cassés ou de payer, plus d'impôts que ceux qu'on pourrait éviter de payer. Eh ben, c'est exactement ça, c'est faire appel à la bonne expertise Mmh. au bon moment et en général, on est quand même mieux entouré quand il y a des experts autour de la table. Tout à fait. Comment suivre et s'adapter face à ces évolutions, qui sont régulières en fiscalité, afin d'optimiser justement sa fiscalité? Donc on parlait forcément d'être bien accompagné. Est-ce que tu as d'autres, éléments, qui pourraient orienter un petit peu les bailleurs? Bah, je dirais que c'est le principal, hein. En fait, Mmh. la fiscalité, c'est un sujet qui amuse personne, hein, sauf les comptables. Mais c'est un sujet qui a la vertu de revenir tous les ans. Donc, nous, ça donne des métiers à des gens comme nous et donc on est ravis et on fait ce qu'on fait vraiment avec passion. Mais c'est un sujet complexe, avec un vocabulaire précis, avec des règles qui doivent s'appliquer d'une certaine manière, dans certains cas de figure. Donc toute cette complexité, elle doit être parfaitement maîtrisée et elle change énormément, hein. On a vu là en 2 ans, les 2 années de changement vont être vraiment intenses. Donc il faut se tenir au courant. Alors soit le sujet vous intéresse et il y a des très bons ouvrages, qui doivent être remis à jour. Un ouvrage sur la fiscalité qui a plus de 18 mois, il est caduc, hein, on est d'accord. Donc moi, ma reco, c'est de faire confiance à ceux qui savent. Sur tout ce qui est médecine, j'adorerais comprendre, j'y comprends rien et je sais que ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel j'ai le temps de m'intéresser ou quoi que ce soit. La mécanique, c'est pareil, la cuisine, c'est pareil et donc la fiscalité, c'est pareil. Moi, ma reco, c'est de dire: soyez sûr de ceux qui vous accompagnent. Si c'est un pur logiciel, bah, le logiciel, il répond pas forcément bien aux questions. Si c'est une IA qui répond aux questions, là, c'est un peu le pire de tout, hein. On fait plein de tests avec les outils du moment, ça marche pas, hein. Les réponses sont vraiment, communiquées avec une très grande assertivité, hein. Il est sûr de ce qu'elle veut vous dire, l'IA, mais derrière, c'est quand même du bidon, hein. Donc moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui répond aux questions, qui comprend comment ça va se passer plus tard, qui anticipe. Donc voilà, c'est ce que nous, on essaye de faire, hein, avec toute l'équipe de Clover, c'est être à l'écoute de nos clients, c'est proactivement leur indiquer ce qui va se passer et les actions qu'ils auront à prendre à tel moment de l'année et toujours rester à leur disposition pour leur expliquer ce qui se passe en ayant déjà pris les bonnes décisions, en ayant déjà éclairé les décisions possibles et en les aidant à les prendre. On est vraiment le copilote. C'est le client qui décide, mais nous, on éclaire le chemin.
Très bien. C'est une très belle métaphore, j'aime beaucoup et il faut pas non plus écouter tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Il faut vraiment avoir un conseiller en qui on a pleinement confiance et qui justement, nous écoute, comme tu l'as si bien dit. Alors je dirais même, il faut tirer le bon grain de l'ivraie sur les réseaux sociaux. Je vais pas faire le vieux daron en disant: «Faut pas écouter ce qu'on lit sur internet», hein, parce qu'il y a quand même des trucs super et Oui, lui-même, c'est quand même une source d'information géniale. Tout ce qui est amendement, de l'Assemblée nationale, ils sont sur internet et ils sont parfaitement justes, hein, on est d'accord. Mais oui, effectivement, méfiez-vous des clickbait, hein, on va dire comme ça, des titres hyper accrocheurs avec des tombes, avec marqué LMNP dessus. Ça, c'est du bidon. Après, si vous trouvez des bons comptes à suivre, des avocats, des fiscalistes, des experts comptables qui là vous racontent vraiment ce qui se passe en détail, effectivement, là, il y a une vraie valeur à les suivre. Mais vous laissez pas avoir par, ceux qui cherchent trop à faire le buzz. oui. Puis surtout qu'il y en a qui s'expriment très bien et qui expliquent super bien les choses donc c'est voilà, une ressource immense, mais il faut faire attention à qui est-ce qu'on écoute et par qui est-ce qu'on souhaite se faire conseiller. Eh ben, je te remercie beaucoup Christophe pour cet échange. Merci beaucoup pour cette Avec participation, tes explications on ne peut plus claires et c'était un vrai plaisir de faire ça avec toi. merci beaucoup Aglaé, à très bientôt. Merci à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis dans cet épisode de la gestion Canon, dédié à la fiscalité bailleur. Retrouvez-moi dans le 6e et dernier épisode de cette saison 2, où j'aurai le plaisir d'interviewer Yannick Kraft, agent immobilier sur l'île de la Réunion. Avec lui, nous explorerons les spécificités du marché immobilier et plus précisément de la location et de la gestion locative sur ce département français de l'océan Indien. De quoi nous dépayser un peu et de parler métier au-delà de la métropole. Je vous dis à très bientôt.